ce moment-là, les gens, même quand tu allais au bal, mais ça, si tu veux, tu ne pouvais pas copier un pas. Si tu venais en Argentine, pas comme tu es venu dernièrement, mais si tu venais dans les périodes 60 ou même, je te dirais, 50, qui était une crise et qu'il y avait quelques balles, si tu faisais un pas qui faisait quelqu'un d'autre, et on te cassait la gueule. Est-ce que tu m'entends ça ou pas? Pour moi, la France, si, dans ma jeunesse, je peux dire, c'était des grands chanteurs que déjà on entendait en Argentine, sans savoir où il était la France. Je dirais c'était Charles Aznavour, Edith Piaf, Jacques Brel, Veco, et Adamo, et qui étaient à ces années-là, dans les années 60, à la mode, et que vraiment, pour moi, c'était très touchant. Mais dehors de ça aussi, il faut savoir que l'Argentine, à niveau de sa ville même, toujours on disait qu'il avait une ressemblance avec la France. Qu'est-ce qui s'est passé à cette période-là? C'était des architectes français qui ont construit l'Argentine, surtout à Buenos Aires, dans cette image-là. Et tout cela, ça me fait un approchement. Pour moi, le fait d'arriver en France, dehors, c'est que ça s'est passé en Argentine vis-à-vis à ce moment-là, que c'était un coup très fort la dictature, dans les années 76. Et ça m'a marqué beaucoup, énormément. C'était aussi, je dirais, une chose qui m'a marqué énormément, pour dire en profondeur, à niveau de mes sentiments, c'est la mort de ma mère. Et tout cela, c'était pas une bonne période que nous on vivait en Argentine. Mais à partir de ces contacts-là, des amis que j'avais à Paris, de tous ces artistes qui émigraient à ce moment-là, que je peux vous dire, de Julio Cortázar, comme Juan Cedrón, Los Indianos, plein de gens dans lesquels je fais connaissance, ici Ernesto Rondeau, Monde Chambon, tous ces gens, des artistes, j'ai eu le privilège de me rencontrer avec eux, comme d'avoir aussi travaillé, tourné avec Atahualpa Yupanqui, de savoir la connaissance aussi d'Astor Piazzolla, qui venait souvent à la maison de la famille Pons, dans laquelle je suis très proche de Jacqueline, et son mari, José Pons, que maintenant il est disparu, mais que bon, je le garde toujours dans mon cœur, parce que avec tous ces domaines, on a fait un chemin, sans savoir, toutes ces reconnaissances au niveau de toutes ces évolutions qu'il a pris le tango, à partir de ces années-là, à partir, je dirais, pour moi, 77, 78, 79, que personne en France et en Europe, je dirais, je peux le constater à niveau des preuves, qu'il n'y avait pas de maestros ni de professeurs, ni on ne dansait pas les tangos. Même les associations n'existaient même pas. C'est-à-dire que les premiers lieux de rencontre pour nous, c'était le comité latino-américain qui s'est trouvé en rue Montmartre. Dans une église, on s'est regroupé beaucoup de latino-américains, des gens très connus, comme los Quilapayún, los Inti Illimani, plein de gens qui venaient, des artistes dans lesquels j'ai des vidéos, avec Walter Rios qui l'a passé, Ciro Pérez, un guitariste, un énorme grand musicien, artiste uruguayen, Ernesto Rondeau, Héctor Malamud, que maintenant aussi il a disparu. Mais disons que le premier endroit que ça s'est créé à Paris pour avoir la profondeur des tangos, je dirais, c'était le trottoir de Buenos Aires, que ça s'est trouvé à la rue des Lombards, en traversant la rue de Saint-Denis. Et que c'est là, c'était notre monde mythique, on peut dire, de ces générations qui à ce moment-là, Alejandro Sedán un jour me disait, Coco, tu t'imagines pas que toi, tu es le précurseur de transmettre ces choses-là que ça envoyait, qui venaient comme une grande tempête de tango dans le monde entier. Et on le sentait, ça. Et à partir de là, qu'est-ce que ça s'est passé? Disons, avec le Quarteto Cedrón, Juan José Mussolini qui avait el tango trio avec Beitema, Gustavo Beitema et Tarantini. Il y avait aussi le trio Néstor Gavetta. Il y avait Juan Carlos Cáceres, avec un groupe qui s'appelait Gotan à ce moment-là, pas Gotan Projo, sinon Gotan. Et tout cela, nous, on s'est manifesté pour faire des événements dans les petits lieux que nous, on appelait des peñas, des lieux très serrés, et que tout le comité, si vous voulez, des latino-américains, des français, on s'est regroupé pour faire notre culture.
Dans l'histoire, ce qu'on décrive, Carlos Vega, qui est un musicologue, et comme d'autres historiens aussi, disons que la première fois que le tango était arrivé, c'était à partir des années 1907. Et il y a le frère Gobi, et il y a, pour dire des musiciens comme Bilioldo, et il y a des danseurs, et le Vascoaïn, et qui sont arrivés avec toute une compagnie. Hein. Il y avait une chanteuse Flora aussi. Et disons qu'ils sont développés, ces manières, ils sont arrivés à Marseille, mais à partir de là aussi, disons qu'il y a eu Irusta Fugasso de Mare, Gardel il était arrivé à partir des années 1924, c'est-à-dire que Canaro aussi ils sont venus, Enrique Santo Discepolo en Espagne, avec Tania. Et j'ai vu dans une tournée que déjà dans ces années-là, ils sont promus en Europe, mais qui sont marqués, si on peut dire, toutes ces périodes-là, que c'était la grande mode à partir des années. Et nous n'oublions pas la Première Guerre mondiale, que ça s'est passé de 14 à 18, 1920, la fureur qu'il y a eu dans les grands succès des tangos, qui a marqué énormément à Paris. Et en Argentine, on s'est posé la question comment la ville lumière, Paris, le pays de la culture, on danse les tangos, c'était la grande mode. Comment en Argentine, il n'a pas la grande diffusion. C'est-à-dire qu'en Argentine, il y a eu trois grands musiciens, je citerai deux, Osvaldo Fresedo et Julio De Caro, qui sont les révolutionnaires, si on peut dire, musicalement, dans laquelle ils ont donné une grande évolution au tango pour travailler avec les différents orchestres que ça s'est venu après, à partir de ces années 1940. Et cette évolution qu'il y a eu, malheureusement, en France, on ne l'a pas connue parce qu'il y a eu la 12e guerre mondiale. Mais ceux qui sont marqués en France, je dirais, à niveau des orchestres, il y avait l'orchestre de Manuel Pizarro, qu'il avait à peu près entre 20 et 40 musiciens, il a des Bachicha, hein, qui sont marqués, qui jouaient un peu partout en Europe, en France, ils donnaient beaucoup de concerts. À partir de là, toutes ces périodes-là, ça s'établit les tangos pour donner tous ces fureurs avec plein de musiciens espagnols, français, dans lesquels se sont créés des petits orchestres. Mais les danseurs qui sont marqués l'histoire à ce moment-là, sans laisser des traces, c'était El Vascoaïn, Bernabé Simara. Il y avait des autres aussi danseurs qui dansaient, mais qui n'avaient pas la grande référence, mais qui quand même, ils sont passés pour démontrer la connaissance des tangos. Le monsieur Camille Reynal, qui a codifié les tangos dans ces années-là, et il est venu après la codification de cette information de pas des tangos argentins aux Anglais. Et à partir de là, ça s'est créé ces traces. C'est-à-dire que tous ces partis-là, après la Deuxième Guerre mondiale des années 60, les tangos, il était vraiment très paralysé. Quand je parlais des fois avec un Français pour dire qu'est-ce que c'est les tangos français, il me disait, le tango français pour nous c'est Caminito, Adios Muchacho, La Comparsita. Alors je lui disais que tous ces tangos-là, c'était des compositeurs argentins ou uruguayens. Parce que c'est marqué dans les périodes dans lesquelles, je vous avais dit avant, laisser les traces de cette histoire-là. Après, bien sûr, à partir des années 50-55, un qui avait vraiment révolutionné le tango, c'est Astor Piazzolla, avec sa professeure musicologue Nadine La Boulanger, dans laquelle il avait donné la préparation, et un jour il avait dit Astor, pourquoi, autant que tu voudrais être un musicien de caméra, de musique classique, pourquoi tu ne retournes pas à tes racines, à être un compositeur et un arrangeur des musiques de tango? Et c'est à partir de là qu'Astor, il a repris ses marches et il avait composé ses premiers tangos comme le premier tango de lui c'est Prepárense, Lo que vendrá, Para lucirse. Et bon, et après il a fait beaucoup de autres tangos comme il avait gagné dans les années 60, 64 je crois, Balada para un fou, mais que bon, il a fait beaucoup de compositions comme Adios Nonino, Verano Porteño, Squalo, et quantité de tangos extraordinaires d'Astor Piazzolla qui a donné une grande évolution à ces musiques-là, que pour nous c'est extraordinaire. Je suis formé d'une manière visuelle avec mon professeur Oscar Abate,
que lui, il m'a parrainé, si on peut dire, parce que c'était très difficile à t'enseigner. C'est-à-dire que je sentais trop l'admiration quand lui dansait et que je voulais copier sa façon de danser et sentir ces codes que des fois on dit connaître les codes mais qu'on n'arrive pas à comprendre. Et l'unique école qu'il y avait en Argentine à niveau de formation, que j'entendais parler à ce moment-là, c'était l'école qui s'était trouvée à l'avenue Corriente de Gaeta. Et qu'il y a eu des petits livres avec codifiés à niveau de la façon d'enseigner. Mais ça, c'est une façon académique. C'est-à-dire que l'improvisation dans laquelle j'ai appris, c'est une façon visuelle, mais à connaître la manière de savoir comment guider, comment comprendre le tempo musical, et à partir de là, savoir la marche. Ces trois bases-là, c'est l'abrazo, la marche et le tempo. Si on apprend ça, je pense que n'importe quelle personne déjà peut approfondir son tango. Alors bien, mon maestro qui m'avait enseigné à moi, un jour il m'avait dit, écoute, je t'ai transmis tout mon tango, maintenant je ne peux plus t'apprendre, maintenant c'est toi de voler tout seul. À partir de là, je lui ai dit, mais je voudrais continuer parce qu'à 12 et 13 ans, je n'avais pas l'expérience, comme beaucoup de grands, des autres amis à moi, ils me disaient, mais qu'est-ce que c'est l'expérience? L'expérience, c'est les années. Alors un jour, il me dit, lui, écoute, si tu veux apprendre, il faut que tu cherches Altalito Salvador, quelqu'un de mon quartier qui dansait le tango et qui dansait avec des choses qu'il a appris avec les Chinois. Pas el Chino Perico, sinon un autre Chinois qui les ont tués dans une bagarre, dans un bal, que ça s'est passé. Alors je cherchais le Talito Salvador, ça s'est passé beaucoup des années, je ne pouvais jamais rencontrer dans n'importe quel un grand Buenos Aires, dans quel bal, jamais je ne l'ai pas vu, et toujours pour moi il restait comme une référence. Et un soir, dans les bals d'Augusto au métro Liberté, un soir il vient un danseur aussi, je dirais un élève à moi, Elio Torres, et il est de Chili, et il me dit, viens que je vais te présenter un compatriote de ton quartier. De mon quartier, de Buenos Aires, je lui dis. Oui, il est de Buenos Aires, de ton quartier. Et à qui c'est que lui connaît? Il connaît tout de ton quartier. Alors je dis, c'est bizarre parce que... et comment s'appelle lui? Nestor Rey. Je dis, jamais j'ai entendu parler de Nestor Rey. Alors il va le chercher, Elio Torres, quand ils viennent avec Ernesto Rey, ils viennent, il me salue, il me dit, salut, ça va? Toi, tu es Coco Diaz, tu es qui avait apporté le tango à Paris. Mais moi, je fais ça un peu les stupides, je dis, bon, c'est ce que les gens disent, mais bon. Et je lui dis, toi, de où tu es? Je suis de là-bas, de ton quartier, de Villa Ballester. Et je lui dis, à qui c'est que tu connais là-bas? Et je connais tout le monde. Mais dis-moi à qui? Et je connais à Virolas, je connais à Carlos Rivarola, je connais à Pirata, je connais à Miguel Soto. Et je dis, c'est pas possible, tu le connais Oscar, je connais tout le monde. Et je dis, comment est-ce que c'est possible que jamais j'ai entendu parler de toi et que maintenant que tu connais tous mes amis de mon enfance, et je n'ai jamais entendu parler de toi. Alors lui m'embrasse comme s'il me dit, non, viens. Tu sais que ça se passe, il me dit, que là-bas, on m'appelait El Tanito Salvador. Et quand lui me dit ça, à ce moment-là, je commençais à transpirer, on dirait que mes chaussures commencent à descendre, et à ce moment-là, je lui dis, oh là là, je l'embrasse comme ça très fort. Je lui dis, si tu savais combien de temps je t'ai cherché, oui, je sais, mais il me dit, mais comme j'avais une certaine différence, je ne pouvais pas être dans les quartiers, et bon, je me suis dispersé un peu. Et à ce moment-là, on se serrait très fort là, et on était parti du bal de Augusto aux Libertés. On était parti à Saint-Michel, un café qu'il y a à Saint-Michel, juste devant la place de la Fontaine, le départ. Et on a resté jusqu'à 10 heures du matin en parlant comme ça, racontant des histoires. Il connaissait à Cacio Garibotti, à Banana, qui était clé, à chinois justement. Et après, bon, je lui avais proposé de travailler ensemble parce que j'avais un spectacle en Angleterre, à Londres, avec la Philharmonie. Et que c'est là que, bon, je serais pour moi, je dirais, un siècle des choses que ça me manquait dans les éléments de la formation, de cet apprentissage que vraiment j'avais besoin. Tout ce que m'avait transmis dans la formation de base, Oscar et avec Nestor Rey, el Tanito Salvador, que c'était mes grandes références.
Gaeta, c'était une des écoles la plus représentative à Buenos Aires, mais qu'à ce moment-là, les gens qui allaient prendre, tu devais, pour prendre un cours, tu devais payer un jeton pour danser avec un des femmes que tu choisissais quelle femme tu voulais danser. Ça, c'est une anecdote très riche. Quand je commençais à enseigner, ma connaissance de ce que m'avaient transmis mes professeurs, c'est-à-dire que je commençais à les donner des cours à ces amis folkloristes qui faisaient folklore, que nous on appelle Malambo, et je les transmettais à eux, et dans les comités latino-américains, je commençais à donner des cours. Tout de suite après, dans la manière de faire intéresser aux Français aussi, je donnais des cours au Centre des Marais, et c'est à partir de là que dans ces années-là, je donnais des cours et je commençais en 82 à travailler au trottoir de Buenos Aires. Le trottoir de Buenos Aires, ça s'est créé en 1981, comme je vous avais dit avant, avec Julio Cortázar et tous les groupes de gens qui tenaient cette association, et Susana Ardinal, etc., etc. C'est-à-dire que à partir de là, au 83, la première fois arrive ce spectacle de tango argentino. Je donnais des cours à ce moment-là, la rue des Temples, au Café de la Danse. Et voilà, disons que tout de suite, le public qui sortait de voir ces spectacles-là avec ces extraordinaires compagnies, on voyait danser le tango et je donnais des prospectus. Et beaucoup de gens se sont intégrés tout de suite, que bon, j'arrivais à ce moment-là jusqu'à avoir 160 élèves de tango qui venaient à prendre des cours avec moi, et je donnais tous les jours là des cours de tango. Et à partir de là, ça a commencé à développer que tout de suite après, bon, j'étais invité pour aller en Allemagne, à Berlin, et qu'après, bon, ça s'est passé qu'on a commencé à faire des tournées et à pouvoir ouvrir des endroits là-bas, comme on avait fait Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf, Mannheim, Munich, et Bremen, et que vraiment on a commencé à développer le tango un peu partout. Mais c'est ces manières-là dans laquelle le tango il a pris cette ampleur de la façon de pouvoir enseigner. Les premiers maestros qui, je me souviens, qui commençaient un jour à me poser la question, qui venaient en Europe, en France, et un jour, je suis arrivé à Buenos Aires, dans les années 83-84, il y avait Pepito de Avellaneda avec Todaro qui voulait venir en Europe. Et que pour moi, je dirais qu'après de moi, c'est eux qui commençaient à venir la première fois en Europe, à enseigner le tango à Berlin surtout, parce qu'il était invité avec un professeur uruguayen qui était à ce moment-là à Berlin. Et après, ils sont venus à Paris, comme ça a commencé à s'influencer pour qu'après, ils puissent venir comme Rodolfo Sieri, Maria et des autres professeurs aussi dans lesquels ils sont passés à Paris. Je suis venu ici, déjà, et à ce moment-là, ça n'existait pas Internet, c'était assez difficile d'avoir du téléphone pour se téléphoner, par lettre. C'est-à-dire qu'avec ces danseurs-là, je me suis contacté, et avec des amis qui étaient là, je suis venu en bateau. Ça durait 16 jours, les bateaux dans lesquels je suis arrivé à Cannes. Et voilà, à partir de Cannes, il y a eu, je venais avec de l'argent argentine. Je me rappelle pas si c'était les pesos, les australes, mais comme je n'avais pas de changement pour pouvoir, parce que c'était pas valable notre argent de l'Argentine, il y avait un groupe de gens qui me sont collectés l'argent pour me payer en francs français les voyages de Cannes jusqu'à Paris. Et à partir de là, je suis arrivé à Paris. Et voilà, quand j'ai vu Paris, tout de suite, je me sentais vraiment comme si j'étais à Buenos Aires. Et je dis souvent, pour moi, c'est une phrase dans laquelle, pour moi, Paris, c'est comme une femme fantôme, que quand je marche dans ces rues, pour son histoire, pour son passé, parce que comme nous, on n'a pas vécu en féodalisme, ni une monarchie, ni une première, ni une deuxième guerre mondiale, et Paris, dans toute son histoire, de ces beautés qu'il est, et je suis toujours attrapé. C'est pour ça que dans un même moment dans lequel, je dirais, dans ma solitude, au moment quand je marche en Paris, je me sens vraiment comme que je suis à Buenos Aires, parce que la musique
et la poésie dans laquelle on décrit beaucoup, avec plein de lettres de tango, comme Margarita Gautier, Un clave en Paris, etc., etc. Il y a beaucoup de titres de tango. Il y a plus de 300 tangos qu'on parle sur la culture française. Alors vous imaginez que pour moi, tout ce sentiment dans lequel je me sens très proche, je me sens imprégné, et que pour moi, c'est un rêve vivante, je dirais. Pourquoi je suis venu danseur de tango? Je dis souvent que je commençais à danser le tango dans le ventre de ma mère. C'est-à-dire que mon père et ma mère, mon père, il est né dans les années 28. Ils se sont connus, ils ont vécu les périodes des années 40. Ça veut dire que déjà, eux, ils se sont connus dans un bal. Mon père, il a Carmen Antonio Diaz, c'est le nom de mon père. Son surnom, c'est Chiquito. Et il dansait beaucoup, il gagnait beaucoup de concours. C'était un amateur de tango, mais il n'a jamais participé de manière professionnelle comme moi je l'avais fait. Si je devais parler d'une personnalité, ou si je devais remercier quelqu'un aussi, dans l'histoire des tango, pour moi c'est Gardel. Gardel, c'est comme on sent, c'est un mythe en Argentine. Et je pense que tout on le doit aussi beaucoup des chanteurs, des musiciens, parce que lui c'était non seulement un chanteur, sinon aussi un compositeur. Hein? Lui crée sa propre musique. Et c'est un inventeur de la manière de parler, de chanter. Et ce qu'il a fait, il a dépassé les temps, si on peut dire. Et pour nous, c'est une référence, Gardel. Et lui déjà, si tu veux, dans ces années-là, il a fait des vidéoclips que ça durait très court. Et tu peux trouver avec Discepolo, avec Tito Luciardo aussi, qui il fait des sketchs, c'est extraordinaire. Et, et à moi, un jour, ça m'est arrivé à niveau, j'ai eu le privilège d'avoir une commémoration dans son hommage à Toulouse, où il avait vécu, où il est né, rue des Arcades, 4 rue des Arcades à Toulouse, où en quel hôpital il était né, et tout son passage et son enfance avant d'arriver en Argentine. Mais un jour, ça m'arrivait quelque chose que je l'ai dit la première fois, ça. J'habite dans le 12e à Paris, et un jour, un soir, je vais chez un ami, qui habite dans le 19e arrondissement. C'était vers 1 heure du matin. Je partais avec mon vélo, et avant de traverser le canal Saint-Martin, il pleuvait un peu, et au bout d'un moment, j'ai eu une forte impulsion sur moi, en regardant à ma gauche, dans la rue que j'ai traversée avant de traverser le canal Saint-Martin, et je vois des tableaux et des choses qui quelqu'un avait jetées. Et je ne sais pas pourquoi, avec la pluie, tout ça, des nuits, j'ai eu une forte influence que je m'arrêtais et je suis allé là-bas. Je ne sais pas pourquoi je suis allé. Et le fait que je commence à regarder toutes ces choses qu'il y avait par terre, la première chose que je trouve, c'est une photo de Carlos Gardel. Et pour moi, disons que on peut marcher, on peut chercher à droite, à gauche, aujourd'hui, mais quel hasard que j'ai eu cette force pour pouvoir rencontrer ces photos de Carlos Gardel, et que moi je le tiens toujours comme une référence pour nous. Et je crois que tous les tangueros, que ce soit musiciens, poètes ou danseurs, pour nous c'est les créateurs. C'est-à-dire qu'on ne danse pas sur Gardel, parce que Gardel, jamais il a voulu, si tu veux, enregistrer avec des orchestres. Mais aujourd'hui, avec ces créations que lui il avait fait, même Piazzolla et plein de musiciens jouent des arrangements musicaux, des compositions que quand tu l'écoutes, c'est dansant. Simplement que dans les balles, il y a des structures, les organisateurs, les DJ, on ne met pas les tangos de Gardel, mais c'est un respect, parce que dans la vie, dans les tangos, c'est pas simplement que la personne qui aime les tangos, il doit être obligé à danser. Non, il y a des gens qui aiment les tangos, qui peuvent aller voir un spectacle, ou qui peuvent voir danser, mais qui ne dansent pas. Le que tu parles, c'est la partie rituelle, la partie philosophique de vie del milonguero, qui va au bal, et c'est vrai, jamais quand je vais au bal, écoute un tango de Carlos Gardel chanter, mais je peux écouter les mélodies,
Mais aujourd'hui, ces barrières-là, ces classements, des structures, si tu veux, et en Europe, dans le monde, ça n'existait pas. On mélange tout, on ne sait pas. C'est pour ça que les vrais chercheurs, les connaisseurs, on savent quand on met de la musique et comment faire ces différences. À savoir, pour les gens même, pour l'éduquer, pour leur donner une éducation. Parce que quand tu mets un tango de Piazzolla, que musicalement, les gens ne savaient pas le tempo, quand ils dansent, ils sont dehors des tempos. Et c'est plus dur à danser. Alors, une musique que déjà, ça fait... C'est pour ça qu'à Juan D'Arienzo l'appelait le roi del tempo, del compas, parce que quand tu écoutes cette musique, déjà, tu es dedans. Et à partir de là, tu peux donner l'interprétation. Autant que des autres musiques qui sont très arrangées musicalement, c'est très compliqué à pouvoir danser. Mais bon... et à garder le respect à la façon parce qu'il toujours il était avec des guitaristes. Il a fait un enregistrement avec Francisco Canaro, mais toujours il gardait à son esthétique, à sa manière de penser, avec uniquement des guitares. Il y avait Alfredo De Angelis, qu'il a pris sa voix, il a levé de la musique de la guitare, il a ajouté sa musique instrumentale pour le mettre enlacé avec sa voix de lui. Mais, historiquement, il y a eu beaucoup de tous les chanteurs, on a arrivé à l'imiter à Carlos Gardel, à l'imiter dans la façon de l'interprétation, à l'articulation des voix et à être une référence. L'unique personne que même qu'il a pris des connotations de lui à sa formation, Roberto Goyeneche, un des grands chanteurs, qui n'a pas eu le grand succès quand il était dans l'orchestre Aníbal Troilo, mais après, que quand Aníbal Troilo il avait dit un jour, écoute, je peux plus te tenir dans ma troupe pour chanteur, il faut que tu sois libéré, que tu chantes comme un chanteur soliste. Qu'est-ce que ça veut dire ça, un chanteur soliste? Que tu ne partiens pas comme un joueur de foot dans une équipe. Il appartient plus à l'orchestre. Alors, il doit se faire la référence, lui tout seul, de danser, chanter comme lui voulait. Et Roberto Goyeneche, il n'a pas compris à ce moment-là ce que le dit Aníbal Troilo. Qu'est-ce que ça s'est passé? Que le fait, quand lui était parti, Troilo lui dit, un jour c'est toi qui vas m'appeler à moi pour m'inviter à travailler avec toi. Et Roberto Goyeneche, le chanteur, il croyait que Troilo se moquait de lui. Il n'a pas compris sur le moment-là. Et à ce moment-là, ça passait beaucoup de temps après, et Goyeneche, qui était là, dans l'orchestre Aníbal Troilo, il a commencé à monter. Pourquoi? Parce que, pourquoi je te raconte cette histoire-là? Parce que lui, il a évolué dans sa façon de chanter, que dernièrement, si tu l'écoutes avec l'orchestre Aníbal Troilo, il est très adapté à respecter la partie musicale. C'est comme faire une chorégraphie, comme faire une improvisation de tango. Chose que Gardel ne l'a pas fait. Gardel, il a chanté, il a créé sa manière de rythme de 2x4 qu'on appelle, mais il n'a jamais chanté un tango. Si tu écoutes Gardel, de tous ces enregistrements, qu'il a comme 900 enregistrements, il n'a jamais chanté un tango parlé. C'est comme je t'ai dit, je sais, no me digas, tener razón, a la façon de dire, ya sé, no me digas, tener razón, la vida es una herida zurda. Et tu vois, c'est toutes ces manières-là, Goyeneche l'avait fait, chose que Gardel n'a pas fait. C'est l'unique différence qu'il y a entre Goyeneche, Roberto Goyeneche et Carlos Gardel. Mais après, tous les autres chanteurs, tous sont passés à le style gardelien. Il faut savoir que même si je vis en France, mais mon cœur et mon sentiment toujours il est lié avec beaucoup de personnalités en Argentine, des artistes dans lesquels j'ai une influence. Et à ce moment-là, je me suis mis en contact pour pouvoir promouvoir ce championnat ici en France. Et tout de suite de là, je me suis mis en relation avec eux et me sont donné la structure de codification dans laquelle il faut respecter pour savoir de quelle manière aller dans ces projets-là. Et à partir de là, avec plein de gens qui me sont aidés à participer, que je remercie Christina Pasquier, qui a beaucoup été mon coach, mon assistante pour m'aider dans la manière de mon projet et de pouvoir le développer pour que aussi en France, parce que je dis souvent que la France pour moi, c'est le deuxième pays à niveau de tango
au niveau de la culture. Et c'est mon pays de cœur dans lequel je tiens ces sentiments. Et c'est pour ça que je voulais le faire valoir, pour qu'il y ait des représentations avec des gens danseurs de tango français qui puissent aller participer là-bas et que ça serait mon rêve un jour qu'ils gagnent comme ils sont gagnés déjà. Un Colombien, un Japonais, un Russe. Je voudrais qu'un jour ce soit un Français qui puisse gagner. Dans le championnat que je l'avais fait ici à Paris, il y a beaucoup de potentiel, il y a de bons danseurs, de bonnes danseuses de tango, je m'excuse, mais que vraiment il faut continuer, il ne faut pas lâcher. Et mon rêve, ce serait qu'un jour je vois un couple de danseurs français qui gagne la Coupe du Monde, les titres du monde. Oui, le championnat pour nous, ça représente une grande richesse déjà pour pouvoir promouvoir les pays, à niveau de tous ces touristes qui puissent venir, parce que ça fait une partie à niveau de l'économie, que ça fait un bon appui, si on peut dire, avec surtout la situation dans laquelle vit mon pays. Mais dehors de ça, aussi pour tous ceux qui aiment la culture du tango, c'est surtout dans les lieux, au niveau des lieux des endroits pour aller danser, et les gens qui achètent énormément de choses, à les connaître aussi, les choses atypiques dans notre pays. Mais aussi, disons que le fort des tangos, c'est à Buenos Aires. Et le fait qu'ils viennent des étrangers, parce que je ne sais pas si vous savez que nous, on dit que, on sait d'où c'est qu'ils viennent les Mayas, les Incas. Et, mais nous, les Argentins, on sait qu'ils viennent des bateaux. Les origines, c'est-à-dire que nous, on est un pays des migrants, et de toutes ces classes, disons, de différentes cultures. Parce qu'en Argentine, tu peux trouver, il y a des régions comme en Argentine, à l'Epigüé, qu'il y a plus de 300 000 Français qui habitent en Argentine. Il y a des Allemands, dans mon quartier à Villa Ballester, il y avait un quartier des Allemands. Il y a des Arabes, il y a des Russes, il y a de tout. Et tout cela, ça fait un domaine dans lequel, pour nous, le fait qu'ils viennent des étrangers à participer à notre championnat culturellement, c'est très, très nourrissant et c'est très riche que les gens puissent aujourd'hui danser et écouter ces musiques qui aujourd'hui c'est universel. Pour moi, le tango c'est universel. Même si ça reste dans ses origines, qu'il est né dans la Rio de la Plata, mais c'est que tout le monde peut le faire. Avant tout, je voudrais remercier énormément la France. Au peuple français et les tangos. Le tango, c'est quelque chose dans lequel il a passé des moments très durs. Et il a passé la période de sida. Aujourd'hui, on vit le Covid. Mais il y a des gens encore qui continuent à danser. Et pour moi, ça c'est admirable. C'est quelque chose que je dis encore. Je remercie beaucoup à tous ces passionnés de tango. Ça, c'est mon remerciement. Continuez à danser parce que le tango, ça fait beaucoup de bien. Le tango, c'est quelque chose dans lequel ça peut aider énormément à beaucoup de gens. Et c'est pas le tango qui fait mal. Alors, je remercie ça. C'est tout. C'est incroyable. J'avais vécu le sida. Quand je suis arrivé en France, c'était la fête, tu sais. Il avait le sida, tout le monde ne voulait pas se toucher, il avait peur. Moi, je croyais aussi que j'avais attrapé le sida dans les années 84. On disait, tu vois, il y avait une méfiance horrible parce qu'on allait dans les métros. Les gens ne se touchaient pas, on se regardait, toujours cette méfiance, que maintenant ça existe encore, tu vois, c'est fort. Et tu dis, c'est horrible, parce que si je dois être avec toi pour en train de t'analyser, et si tu vas me contaminer, non me contaminer, si je m'approche, tu vois, ça fait la peur, et c'est horrible de vivre comme ça. Jusqu'à maintenant, les gens qui essaient de se battre, parce que les gens, quand je vois danser, je dis, on ne te laisse pas. Et ça, c'est horrible, de se voir avec les masques et tout ça, ça me fait mal au cœur. Je sais que
chacun il a sa croyance. Mais je sais que ces répressions sociales, c'est pour créer justement, pour éliminer plein de gens. C'est triste ça, tu vois. Être soumis, c'est comme ça, de te fermer la gueule, pour dire comme ça, sur l'horreur. Et ça me fait mal au cœur. Et les gens se battent, tous les gens de tango, ils continuent à danser, à danser.